Claire Pinet disait: «L'outil n'est rien sans la main qui le tient, et la main n'est rien sans l'intention qui la met en mouvement». Aujourd'hui, je vais vous parler des 9 postulats qui sous-tendent l'intention, la posture de l'intervenant dans l'approche centrée solution. Et cette introduction est très importante avant de faire d'autres vidéos qui vont s'intéresser plus spécifiquement aux outils et aux techniques qui ont été développés dans l'approche centrée solution. Je pense notamment à la question miracle. Parce que si on ne comprend pas la posture de l'intervenant et la philosophie qui sous-tend son intervention, on peut faire quelque chose qui ne ressemble absolument pas à de l'approche centrée solution, quand bien même on utiliserait ces techniques. Alors je vous propose de commencer tout de suite par le premier postulat, qui est que si ce n'est pas cassé, on ne cherche pas à réparer. Alors ça peut vous sembler un peu simple dit comme ça, mais ça illustre vraiment cette position de l'intervenant dans l'approche centrée solution, de non-savoir, de non-expertise, surtout de ne pas faire de théorie à propos du client. Puisqu'il y a cette posture qui est non normative, l'intervenant ne va pas venir avec son propre référentiel regarder la situation du client qui vient dans l'espace de la thérapie, il va prendre en compte uniquement ce qui lui amène comme étant son futur souhaité pour aller ensemble dans cette direction. L'idée dans le travail thérapeutique, c'est de s'en remettre exclusivement à ce que la personne aura explicité comme étant son futur souhaité. Le deuxième postulat, c'est que si quelque chose marche, faites-en davantage. Donc l'idée, encore une fois, ce n'est pas que l'intervenant vienne évaluer si les solutions qui sont proposées ou qui sont élaborées par le client correspondent à son référentiel théorique ou ce qu'il estimerait être une bonne manière d'aller vers le futur souhaité. Mais l'intervenant et le client vont développer ensemble des récits de progrès qui vont pouvoir mettre en lumière tout ce qui marche, ce qui est de nature à permettre d'apprécier comment est-ce que le client contribue au fait que ça marche. Donc l'intervenant va venir questionner le client sur les ressources mobilisées, les pensées utiles, en quoi cela est important pour lui, les bénéfices qu'il repère pour lui et pour les autres. Donc le client est toujours placé en tant qu'acteur de ce qui marche, et de cette manière-là, il y a cette idée que ça va venir amplifier le phénomène. Troisième postulat, si ça ne marche pas, faites quelque chose de différent. Donc ça veut dire que si une solution, aussi pertinente soit-elle dans notre esprit, ne fonctionne pas, il ne faut pas s'acharner et essayer de trouver à tout prix une voie de réalisation avec cette solution, mais il faut tout simplement en changer. Vous savez, ça me fait penser à la phrase d'Einstein qui disait « La folie est de toujours se comporter de la même manière et de s'attendre à un résultat différent ». Et vous savez, quand on utilise le prisme systémique pour lire les situations de notre vie, on peut se rendre compte que parfois, les solutions qui sont apportées contribuent d'une manière ou d'une autre à maintenir le problème en place. Et ce qu'on a tendance naturellement à faire dans une situation pareille, c'est de faire toujours plus de la même chose qui ne fonctionne déjà pas. Je vous donne un exemple, dans l'éducation avec un adolescent, on va commencer à mettre des limites qui sont très strictes, qui sont très cadrantes. On se rend compte que l'adolescent commence à se rebeller de plus en plus, qu'il fait exploser le cadre, qu'il provoque, etc. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut avoir tendance à faire? À essayer de mettre en place des limites encore plus drastiques, ce qui peut avoir effectivement pour effet de faire exploser la situation et de renforcer le problème d'opposition. D'ailleurs, si cette question spécifique de la gestion de l'agressivité chez les ados vous intéresse, je vous renvoie à la vidéo que j'ai pu faire sur le sujet. Donc vous l'aurez compris, les deux précédents postulats, c'est-à-dire que si quelque chose marche, on en fait davantage, et si ça ne marche pas, on fait quelque chose de différent, vont guider l'intervention du thérapeute, mais également l'évaluation qu'il va faire de ses propres interventions. Le quatrième postulat, c'est que le changement se produit par la négociation des significations qui vont être amenées par le client dans l'espace thérapeutique, et il y a également cette idée que le thérapeute pense que le changement est permanent. Là, on rejoint cette idée selon laquelle la réalité est co-construite dans l'espace de la thérapie. Vous savez, il y a cette vision que les questions qu'on va poser ne viennent pas découvrir une réalité qui serait préexistante, mais qu'elles viennent en partie la co-construire. On est bien dans cette logique de la cybernétique de second ordre et de l'influence mutuelle que le client et le thérapeute, que deux individus en interaction de manière générale peuvent avoir l'un sur l'autre. Donc il y a une attention minutieuse qui est portée à la sélection des questions qui vont être posées, puisque ces dernières viennent co-construire une réalité. Donc si notre objectif c'est de venir changer cette réalité, de provoquer ce qu'on va appeler un changement de second ordre, c'est-à-dire un changement dans l'univers des représentations et non pas un changement de premier ordre qui serait un changement dans les comportements, à partir de ce moment-là, le thérapeute va être vigilant à ses interventions de telle manière qu'elles puissent participer à accompagner la personne vers son futur souhaité et non pas
vers la spécialisation de son problème. Donc dans les questions qu'on va poser dans l'espace de la thérapie, on va vraiment chercher à ne pas trop spécialiser le problème, de ne pas donner une importance énorme dans les conversations à la planète problème, mais plutôt à la planète solution. Et en donnant plus d'importance à cette planète-là, l'idée c'est qu'il y ait des boucles de rétroaction positives qui font que ça va amplifier ces changements vers le futur souhaité. On rejoint là le 5e postulat, qui est celui selon lequel l'accès au futur préféré n'est pas lié à l'analyse du problème. Ce que l'on peut avoir tendance à faire habituellement, c'est de voir quel est le problème, et donc du coup de poser des questions aux personnes pour voir comment est-ce qu'il s'est construit dans le passé, comment est-ce qu'il s'est spécialisé, quelles sont éventuellement les habiletés, les compétences ou les ressources qu'il devrait développer, quels sont les freins qu'il faudrait lever, et ce sont là éventuellement toutes les choses qui sont vues comme étant nécessaires pour que la personne aille d'un point A, là où elle a son problème, à un point B dans lequel elle ne l'a plus. Donc il y a cette logique de A vers B. Là où il y a un changement dans l'approche centrée solution, c'est qu'on va commencer par B pour retourner vers A. Donc on va commencer par développer une vision de ce futur préféré, de ce futur dans lequel le problème n'existerait plus, notamment à travers la question miracle. L'intervenant va inviter le client à faire une description très fouillée, très détaillée de ce point B, puis il va revenir à rebours à l'exploration minutieuse de tous les morceaux de cet avenir déjà existant, même partiellement, dans le présent ou le passé du client. Donc il y a cette idée selon laquelle les clés qui vont permettre au client d'aller vers l'état B ne se trouvent pas dans l'exploration des origines et de la nature du problème, mais en premier lieu dans le mouvement que crée en soi la description de cet avenir préféré, puis dans les exceptions au problème et ou les exemples déjà existants de ce futur préféré. Ce qui nous amène au 6e postulat selon lequel le chemin pour aller vers le futur préféré se trouve dans les exceptions au problème et dans l'avenir souhaité existant dans le présent. Inso Kimberg, qui a développé tout le mouvement de l'approche centrée solution aux côtés de Steve de Chaser, pensait que les exceptions au problème et les exemples du futur préféré déjà présent deviennent le chemin qui conduit aux solutions. Le 7e postulat maintenant, c'est que le langage utilisé pour élaborer une solution est différent de celui qui est nécessaire pour décrire un problème. Là, on retrouve encore cette idée selon laquelle le langage des problèmes est axé sur le passé, de telle manière à trouver les origines et les causes du problème. On va venir voir quels sont les déficits, les freins, les blocages, ce sur quoi le client n'a pas de prise, etc. Alors que le langage des solutions va plutôt être axé sur l'avenir. Les différents éléments ou les détails de ce futur souhaité qui existe déjà dans le présent, les compétences, les ressources, le pouvoir d'agir et également tous les progrès qui vont dans le sens de cet avenir. Le 8e postulat, c'est qu'un petit pas peut conduire à de grands changements. On retrouve ici une prémisse similaire à celle des 9 prémices du changement dont je vous avais parlé dans une précédente vidéo. C'est l'idée selon laquelle le changement se réalise par le plus petit pas, la plus petite différence. Là où on peut avoir tendance à se représenter le changement par l'inverse, par l'opposé, par une situation diamétralement différente de celle qu'on vit dans le présent. Par exemple, je suis malade, je veux retrouver la pleine santé. Je me sens déprimé, je veux être heureux. Eh bien, le changement va se réaliser par la plus petite différence, par le premier barreau de l'échelle qui va permettre de gravir le suivant. Et techniquement, ces petits pas vont être explorés non pas à partir de questions qui vont se cibler sur l'objectif, mais à partir de questions projectives. Donc ça veut dire qu'on ne va pas demander aux gens, alors quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour aller vers ce futur souhaité, mais on va leur demander à quoi est-ce que vous allez voir que vous vous rapprochez un pas de plus de ce futur souhaité. À quoi vous voyez le petit changement? Quelle différence est-ce que vous voyez? Et vont s'en suivre une série de questions qui vont ensuite à nouveau venir contextualiser, venir donner des détails à propos des conséquences multiples de ces petits pas. Et enfin, le 9e postulat, c'est celui selon lequel l'avenir est à la fois création et négociation. Ça veut dire que la co-création de possibles nouvelles significations dans l'espace thérapeutique peuvent permettre de sortir des déterminismes que l'histoire du client ou un diagnostic aurait pu mettre en place et de commencer à déconstruire les prophéties autoréalisatrices qui en découleraient et qui rétrécissent le futur. Le fait de se focaliser sur un avenir dans lequel le problème n'existe pas, dans lequel les meilleurs espoirs du client ont été réalisés, est vraiment au cœur de l'approche centrée solution. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires de la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air si celle-ci vous a été utile. On se fera un plaisir de vous répondre avec Jean-Paul Durand, avec lequel j'ai une nouvelle fois collaboré pour la réalisation de ce script de vidéo sur son approche de prédilection, l'approche centrée solution. Vous retrouverez également dans la description des liens vers son travail et vers la bibliographie qu'il suggère pour découvrir son approche. En ce qui me concerne, je vous retrouve dès la semaine prochaine et en attendant, prenez bien soin de vous.